Vérifier que ça arrive ici. Hop, eh bien bonsoir à tous, bienvenue pour la saison 6 du Club Power BI. C'est le deuxième, on a eu hors série, mais c'est le troisième de cette année. Aujourd'hui, on va avoir un dossier, on va vite se concentrer sur un sujet qui souvent plaît, c'est le DAX. Et Tristan nous a concocté un super dossier, les variables en DAX. On va juste très rapidement, plus rapidement qu'à l'habitude, hop, si je suis pas sur le bon écran, c'est mieux. Juste revenir un petit peu sur deux, trois infos. On ne présente plus le Club Power BI. Vous remontez un peu plus loin dans la chaîne YouTube, vous aurez des informations sur ce qu'est le Club Power BI. De toute façon, tout est sur clubpowerbi.com. On va essayer d'enrichir un petit peu le site web. Mais voilà, tous les pointeurs sont là. Les meetups, le forum, Twitter, la chaîne YouTube. Tout est sur clubpowerbi.com. On rappelle que nous sommes quand même pas mal à l'organisation de ce Club Power BI sur ces 6 dernières années. Ils sont tous représentés par leur communauté locale. On vous invite pareil à regarder le hors-série de septembre où on présente le kick-off de l'année, où vous pourrez découvrir tous les organisateurs. De toute façon, vous les verrez au travers les différents éléments. Un élément sur le planning de la rentrée, c'est pas le tout dernier qui est à jour, mais c'est pas grave. C'est à peu près les bonnes dates. Ça a été présenté la semaine dernière. On va recommuniquer dessus juste après. Avant qu'on démarre ce dossier aujourd'hui, avec Tristan, on voulait, et puis l'ensemble des organisateurs, on voulait évidemment parler d'un événement. Maintenant, il est très, 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 très proche puisqu'il a lieu cette semaine. C'est le Power 365. Donc, c'est l'un des organisateurs du Club Power BI qui organise ça localement dans sa communauté locale qui est le Nord Pas-de-Calais, donc la communauté autour de Lille. Ça s'appelle le Power 365. Ça a lieu le 7 octobre. Vous avez tous les partenaires de l'événement. C'est un événement hybride. C'est que si vous avez l'occasion d'aller à Lille, même si je crois que c'est un petit peu commence à plus y avoir beaucoup de place pour le présentiel, mais c'est un événement aussi hybride, donc vous pouvez très bien le voir. Donc quelques sessions des organisateurs du Club Power BI, il manque un petit IA Power BI, mais c'est pas grave, vous l'aurez compris, un événement qui va parler entre autres de Power Platform, mais aussi un petit peu de Power BI. Et autre pub pour les communautés confrères, en fait, là pour le coup, c'est la communauté Power Platform. Pour le coup, la communauté Bizaps, exactement, hein, très exactement, puisque ça inclut aussi le produit Microsoft Dynamics. Donc, eux, ils ont un événement qui aura lieu le 18 et 19 novembre. Je crois que le Call for Speaker a fermé hier ou ferme aujourd'hui. Enfin bref, les sessions et l'agenda va être bientôt dévoilés, hein, ça va Je être crois que ça a été la repoussé sélection. jusqu'au 10, Jean-Pierre. Ah ben c'est marqué, oui, oui, en plus je suis bête, hein, je J'ai lis mis à même pas jour le truc là, les je propres crois qu'ils slides. l'ont repoussé d'une semaine, donc si vous voulez proposer des sessions, allez-y. Hein. Voilà, sinon vous retenez la date, 18 et 19 novembre, c'est un événement online et gratuit qui vous est offert par la communauté Bidaps. Et bien sûr, évidemment, le Club Power BI est associé puisque forcément, quand on parle de Power Platform, il y a forcément du Power BI dedans. Voilà, on fait des intros beaucoup plus courtes. De toute façon, si vous avez les moindres questions sur ce qu'est le Club Power BI, vous allez voir les quelques, pas tout à fait 100, mais les 80 vidéos qui existent déjà sur la chaîne YouTube du Club Power BI et vous aurez une vision à 360 de ce qu'on fait. Aujourd'hui, et moi je vais bientôt couper, tu as repris Ouais, la c'est bon. présentation. Oui. On voit mon écran. Je vais laisser la parole justement à Tristan Malherbe, l'un des cofondateurs du club avec moi et qui représente la ville de Paris, même si tu n'es pas du tout à Paris, qui va nous parler d'un dossier aujourd'hui sur le DAX. Mais le mieux, c'est que tu te présentes et que tu enchaînes directement. The floor is yours, Tristan, let's go. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau meet-up du Club Power BI. On va être bientôt 70 ce soir, donc c'est top, c'est un beau chiffre. Merci de vous être rendu disponible. Alors, pour information, j'utilise Teams Web, donc on ne peut pas partager son écran et en même temps me voir. Il a fallu choisir, donc quitte à choisir, je pense qu'il vaut mieux voir mon écran ce soir que ma tête. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Tristan, cofondateur du Club Power BI en début 2017 avec Jean-Pierre. Je suis également MVP Microsoft et cofondateur d'une société de conseil et de formation autour de la Power BI, Power Platform, Azure, la data Microsoft au sens large. Voilà. Donc, la session d'aujourd'hui, c'est sur l'utilisation des variables en DAX. Il y en aura pour tous les goûts. Pour ceux qui sont déjà experts en DAX, vous devriez quand même apprendre 2-3 trucs. Pour ceux qui découvrent le langage DAX et ou les variables, j'ai aussi prévu des exemples assez intéressants pour vous faire monter en compétence sur cette notion. J'ai très peu de slides, enfin, moins que 3, j'ai 2 slides.
Ça va être beaucoup de démonstrations, de cas d'usage. J'ai essayé de retenir un petit peu des thèmes concrets qui vont vous parler, des thèmes originaux aussi, des thèmes d'actualité, pour illustrer un petit peu avec des exemples l'intérêt et la puissance d'utilisation des variables en DAX. Alors, le premier de mes 2 slides, quand même pour vous introduire un petit peu la notion. Donc, les variables en DAX, selon certains experts, comme Marco Russo, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à ce langage depuis sa création. Ah, donc, c'est vous dire quand même l'impact et la popularité de cette fonctionnalité. Donc, pour rappel, le DAX a été introduit dans le moteur Vertipack, notamment depuis Power Pivot dans Excel 2010. Il est disponible depuis dans Excel 2013, Excel 2016, 2019, SSAS, Azure Analysis Services, Power BI Desktop. Donc, c'est un langage qui vous permet de créer des mesures, des colonnes et des tables pour répondre à vos questions métiers. Et donc, le DAX a été créé à peu près en 2010. Les variables ont été introduites en 2015. Donc, d'emblée, si vous utilisez des vieilles versions du moteur Vertipack, donc par exemple Excel 2010, Power Pivot 2010, 2013, ou bien un SSAS on-premise inférieur à 2016, bon, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup ce soir qui sont sur cette technologie-là. On est quand même en 2021, depuis le cloud s'est imposé. Mais bon, je le dis quand même, tout ce que je vais vous montrer ce soir ne sera pas disponible si vous utilisez cette technologie-là. En revanche, si vous utilisez Power BI Desktop, Power BI, Excel 2016 ou 2019, SSAS, on va dire 2017 plus, ou Azure Analysis Services, vous allez pouvoir effectivement utiliser les variables et mettre en pratique tout ce que je vais vous montrer ce soir. Donc, comme je vous le disais, cette fonctionnalité, elle est assez révolutionnaire. Selon certains experts, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à ce langage. Malheureusement, aujourd'hui, je constate, à travers les missions de conseil ou de formation que je fais aujourd'hui pour mes clients, que les variables sont méconnues. Je pense qu'on n'a même pas un utilisateur sur 10 aujourd'hui qui connaît et qui utilise les variables en DAX. Donc, c'est quand même un ratio assez faible. Et parmi ceux qui connaissent le DAX, donc population restreinte, pardon, pas le DAX, les variables, population restreinte, moins de 10%, je pense que la plupart de ces gens-là sous-utilisent ou utilisent mal les variables. Donc, le but de cette session, c'est que je vous montre vraiment ce que c'est, comment les utiliser à travers des use cases intéressants. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai très peu de slides, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On aura un petit peu de temps pour du question-réponse à la fin. Néanmoins, j'en appelle à mes organisateurs, enfin mes collègues qui organisent le club, s'il y a des questions intéressantes pendant la session dans le chat et qui méritent d'être traitées en séance, en live, qui sont pertinentes à un moment donné, n'hésitez pas à m'interrompre. Il y a du temps pour qu'on puisse échanger sur vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez un petit chat disponible pour poser vos questions. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Premier exemple, business, c'est quasiment le seul. Tous les exemples que je vais prendre après ne seront pas forcément sur des données, on va dire, de vente, de budget, de chiffre d'affaires. Voilà, on va sortir un peu de ce cadre purement business, sauf sur ce premier exemple où on va faire quelques calculs temporels. Donc, j'ai un modèle de données assez classique, je ne vais pas revenir dessus, avec une table de faits qui comprend différentes colonnes, notamment des ventes, des dates. J'ai une table calendrier dédiée au temps qui me permet de faire tous mes calculs et mes filtres temporels. Et j'ai donc des mesures temporelles. Donc là, je ventile mon chiffre d'affaires par mois. Et puis, pardon, ce n'est pas celui-là que je voulais vous montrer, c'est celui-là, voilà. Mon chiffre d'affaires par mois. J'ai une petite mesure DAX qui me calcule mon chiffre d'affaires N-1 de l'an dernier, en utilisant simplement les fonctions temporelles offertes par le DAX. Et puis, j'ai effectivement un utilisateur qui connaît quand même un peu le DAX et qui m'a construit une mesure qui permet de calculer le pourcentage de variation entre N et N-1 sur le chiffre d'affaires. D'accord ? Donc ça, c'est une mesure qui a été codée. Et c'est un très bon cas d'usage pour introduire la notion de variable, puisque ici, l'utilisateur, comme vous le voyez, n'utilise pas de variable DAX. Et donc, on va transformer cette mesure pour l'améliorer. Évidemment, cette mesure va retourner le même résultat, à savoir le pourcentage de variation entre 2 années, mais on va améliorer la syntaxe et peut-être même autre chose, un peu de teasing, en utilisant les variables. Donc, allons-y. Je vais garder cette ancienne mesure, pour la garder en mémoire. Je vais la commenter, d'accord ? On peut commenter son code en DAX et je vais la recoder
de manière plus propre en utilisant les variables. Donc, les variables, la syntaxe, c'est assez simple. Vous tapez var, plutôt en majuscule. Hein, en général, les débutants tapent ça en minuscule. Je vous conseille de taper en majuscule. Ça fait plus propre. Et Marco Russo code comme ça. Donc, tout le monde doit coder comme ça, n'est-ce pas? Donc, je vais coder une première variable où je vais mettre… Alors oui, j'ai prévu de zoomer, Thomas, ne t'inquiète pas, avec Zoomit. Je vais coder une première variable où je vais mettre n égale total sales. D'accord? Donc, je stocke dans une variable une mesure. Donc là, vous voyez tout de suite la syntaxe. Tu vois, je zoome, Thomas. Ici, j'ai le nom de ma variable. D'accord? Je peux lui donner à peu près le nom que je veux. Il y a quand même quelques contraintes. Je ne peux pas donner à une variable le même nom qu'une colonne, une table ou une mesure existante. Je ne peux pas non plus mettre d'espace dans le nom de ma mesure. Donc, si je veux mettre des noms un peu plus longs, il va falloir que je mette des underscores, par exemple. Donc là, je stocke dans une variable locale, je vais y revenir un peu plus tard, la valeur de ma mesure total sales. Je vais créer une autre variable, n-1. Vous voyez, par exemple, si je tape -1 comme ça, il n'aime pas, parce que j'ai mis un espace. Je vais mettre comme ça, égale total sales last year, qui est ma mesure qui me permet d'obtenir mon chiffre d'affaires de l'an dernier. Donc là, vous voyez un autre concept intéressant. Vous pouvez tout à fait définir plusieurs variables à l'intérieur de votre code. D'accord? Ces variables, du coup, en fait, on va référencer ici une mesure. J'aurais pu référencer un calcul, une somme, une moyenne, ou peu importe. Et ensuite, en passant l'instruction return, je vais pouvoir utiliser ces variables dans mon code. Et donc ici, je vais dire si j'ai du chiffre d'affaires en n, d'accord, je reprends la mesure qu'il y avait en dessous, alors calcule-moi n moins n-1, hein, formule qu'on apprend au collège, je ne vais pas revenir dessus, pourcentage de variation par rapport à l'an dernier, n moins n-1 divisé par n-1. Donc là, j'utilise la fonction divide. Ça, c'est le numérateur. Ça, c'est le dénominateur. D'accord? Donc n moins n-1 divisé par n-1. Voilà. Et puis false, si jamais je n'ai pas de chiffre d'affaires en n, alors tu ne calcules pas le pourcentage de variation. Donc, je ferme la parenthèse. Je valide. Vous allez remarquer qu'effectivement, par rapport à tout à l'heure, j'ai bien le même résultat. Donc, ce code n'a pas changé la logique algorithmique ou le résultat du calcul. En revanche, il a apporté deux évolutions majeures. Et là, à travers ce premier exemple, vous voyez tout de suite les deux gros avantages des variables en DAX. Premier avantage, j'améliore la lisibilité de mon code. Je le rends plus clair, plus compréhensible. Il va être plus facile à être audité. Je vais pouvoir plus facilement le faire évoluer. Tout simplement parce que j'ai pris la peine de créer des variables, je les définis, d'accord? Je leur donne un nom, on va dire, cohérent, court, compréhensible. Et donc ça, c'est le premier intérêt des variables que vous retrouverez tout le temps. C'est que si vous définissez correctement vos variables et que vous les nommez comme il faut, globalement, notamment en utilisant ensuite l'indentation, etc., vous remarquez qu'ici, j'ai effectivement indenté mon code après le return en faisant un shift entrée, hein, pour ne pas mettre au même endroit mes variables et mon return, mais j'aurais pu taper ça. Je le mets en dessous. Et donc, bref, par rapport à la première syntaxe que vous voyez en vert en dessous, qui était celle sans les variables, j'améliore quand même pas mal la lisibilité de mon code. Le deuxième avantage des variables qu'on voit tout de suite ici, c'est que… Allô? Ouais, vous m'entendez? Yes. Oui. Il y a un écho, non? Ouais, c'est bon, ça marche, okay. On t'entend. Ouais. Deuxième avantage des variables, ça améliore aussi la performance. Pourquoi? Tout à l'heure, lors de la première version de la mesure, vous remarquez que j'utilisais 2 fois la mesure total sales, puis 2 fois la mesure total sales last year. D'accord? Techniquement, en fait, j'ai fait 4 calculs. J'ai référencé 2 fois total sales last year. Et donc, ces mesures, en fait, sont utilisées 4 fois. D'accord? Et alors, même si techniquement, c'est un peu plus compliqué que ça, globalement, j'ai fait 4 calculs. D'accord? En revanche, alors je vois qu'il y a une question sur est-ce que la variable est locale, je vais y revenir dans 2 minutes. Les variables que moi j'ai définies ici, elles me permettent de diviser par 2 le nombre de calculs puisque je vais passer de 4 à 2 calculs. Pourquoi?
Parce que, en fait, ici, je crée, on appelle ça une initialisation. J'initialise ma variable n, j'initialise ma variable n-1. Et ce qui est assez paradoxal, il y a d'ailleurs une blague un peu aujourd'hui dans l'écosystème Power BI. En fait, dans Power BI, les variables sont des constantes. C'est assez paradoxal, voire drôle, ça dépend du point de vue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai initialisé ma variable, je lui ai donné une valeur, cette variable devient constante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle est créée, où elle est définie, elle ne bougera plus. Je ne pourrai plus modifier son contexte, je ne pourrai plus altérer sa valeur. Et donc, lorsque je réutilise ensuite ces variables dans mon code, leur valeur est déjà définie. Et donc, finalement, n, il a été calculé une fois, n-1, il a été calculé une fois, d'accord? Eh bien, techniquement, j'ai réduit le nombre de calculs. J'ai juste initialisé mes variables et je n'ai plus fait que 2 calculs. Donc là, vous voyez le deuxième avantage des variables, c'est que effectivement, non seulement ça améliore la lisibilité du code, et dans certains cas, comme celui-là, j'améliore aussi la performance parce que mes variables sont en fait des constantes qui sont évaluées une fois pour toutes dans mon expression. Alors, quand on se dit ça, on se dit, bon, c'est génial, on va pouvoir utiliser les variables partout. Effectivement, vous voyez là déjà un premier use case intéressant. Aujourd'hui, il y a principalement un défaut avec les variables. Et d'ailleurs, les MVP Microsoft, dont moi, on met la pression à Microsoft pour que cette limitation soit levée. Ces variables sont locales, c'est-à-dire qu'elles ne sont disponibles uniquement dans l'expression dans laquelle elles sont définies. Autrement dit, vous ne pourrez pas réutiliser ou référencer la variable n ou la variable n-1 à l'extérieur de cette mesure. Par exemple, dans une autre mesure, dans une autre colonne ou dans une table calculée. Techniquement, les variables sont des constantes locales. D'accord? Vous ne pouvez pas les référencer en dehors d'une expression DAX différente. Et donc, effectivement, comme le précise Thomas dans le chat, vous allez donc devoir redéfinir votre variable dans chaque expression où vous souhaiteriez l'utiliser. Ce serait absolument génial d'avoir la possibilité dans Power BI de pouvoir définir des variables globales. C'est-à-dire qu'on les définit une fois et ensuite, on peut les réutiliser dans d'autres exemples, dans d'autres contextes, dans d'autres formules, dans d'autres calculs pour faire, par exemple, du dynamic axis ou des choses comme ça. Bon, je fais partie des MVP qui mettent la pression à Microsoft pour qu'ils implémentent ça. Ça serait une fonctionnalité assez révolutionnaire qui ouvrirait et qui décuplerait encore plus la puissance analytique du DAX. Malheureusement, ce n'est pas sans conséquence sur la manière dont le moteur Vertipack et dont les calculs DAX fonctionnent aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que Microsoft met un petit peu le pied sur le frein pour développer cette fonctionnalité qui, certes, ouvrirait de très belles perspectives en termes d'analyse de données, mais impacterait quand même assez grandement la manière dont le moteur Vertipack fonctionne aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser les variables. Il faut bien avoir en tête les avantages et les inconvénients. Les variables sont des constantes locales qui améliorent la lisibilité de votre code et qui améliorent sa performance, vous l'avez vu là. En revanche, les variables sont locales. Il faut donc les redéfinir dans chaque expression où vous en auriez besoin. Voilà. Donc là, vous voyez déjà, à travers ce premier exemple, vous avez un bon aperçu, un bon cas d'usage de l'utilisation des variables. Alors, il se trouve que on peut tout à fait imbriquer des variables dans une expression et complexifier un petit peu la syntaxe, mais pour encore plus d'optimisation. Ici, on va traiter une erreur que font souvent les débutants en DAX qui découvrent les variables. Ici, j'ai défini au préalable mes deux variables n et n-1. Or, si je n'ai pas de chiffre d'affaires en n, puisque c'est ce que je teste ici dans cette condition, je vais donc aller dans cette branche-là du if où il n'y a rien. D'accord? Donc, techniquement, j'ai initialisé une variable n-1 qui, en fait, peut ne pas être utilisée dans mon code, puisque, effectivement, si je n'ai pas de chiffre d'affaires en n, n-1 ne sert à rien, il ne sera jamais utilisé.
Donc ça, c'est un retour d'expérience que je vous fais suite aux formations et aux projets que je vois en clientèle. Ne faites pas l'erreur de définir d'un bloc toutes vos variables indépendamment de comment elles pourraient être utilisées. Vous pouvez tout à fait définir des variables à l'intérieur d'un if, par exemple, pour être certain que vous allez les initialiser uniquement lorsqu'elles seront utilisées. Donc techniquement ici, ça aurait été encore mieux de faire ceci. Je définis ma variable n par n, total sales return, if n, et dans la branche du if, je vais définir moins n moins 1. Vous voyez? Alors, si on voulait un petit peu indenter son code, on ferait comme ça, et puis là, on mettrait ça comme ça, un peu à la Marco Russo. Hein. Vous avez compris l'idée. Ici, vous voyez, j'ai fait quelque chose qui perturbe parfois les utilisateurs en DAX. Vous pouvez tout à fait définir vos variables à différents endroits dans votre code. La différence par rapport à tout à l'heure, c'est que cette fois-ci, la variable n-1, je l'initialise uniquement si je suis dans la branche oui du if, c'est-à-dire si j'ai bien du chiffre d'affaires en n. Et donc, techniquement, j'évite d'initialiser et donc de calculer ma variable n-1 lorsque je n'ai pas de chiffre d'affaires en n. D'accord? Donc ça, voilà, c'est un retour d'expérience que je vous fais. Vous pouvez tout à fait initialiser plusieurs variables à différents endroits dans votre code et donc potentiellement avoir plusieurs returns, hein, comme le précise Thomas dans le chat. Effectivement, à chaque fois que vous voulez utiliser une variable, il faut préciser un return. Donc, j'ai un return ici pour faire le test. Et puis ensuite, je redéfinis ici mon calcul. D'accord? Donc voilà, ça c'est un premier retour d'expérience que je voulais vous faire sur l'utilisation des variables. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce premier exemple? Je regarde un peu le chat en même temps. Est-ce que je peux avancer sur d'autres exemples? Non? Ok. On avance. Alors, maintenant, en fait, je vous ai déjà spoilé toute la session, puisque en fait, là, en un exemple, vous avez vu globalement toutes les bonnes pratiques et tout ce que permettent les variables. En un seul exemple, vous avez tout vu. Donc, si vous voulez aller manger parce qu'il est 19 h et qu'il ne faut pas tarder à aller faire à manger, vous pouvez y aller, puisque finalement, le reste de la session ne sert absolument à rien. Non, évidemment, je rigole, mais tout ça pour dire que là, en 5 minutes, vous avez déjà un bon aperçu de tout ce que permettent les variables. Là, pendant tout le reste de la session, je vais vous montrer des use cases et des exemples qui illustrent toute la puissance et tout l'intérêt d'utiliser des variables. Mais en tout cas, les deux avantages principaux des variables qui sont présents dans ce langage, vous les avez vus déjà à travers ce premier use case. Donc, on va en voir un autre. Alors, j'ai pris le pari, moi j'aime bien faire ça pendant mes sessions, quitte à prendre un peu des risques, hein, de coder la plupart des choses en live devant vous. Hein. Je sais qu'il y a certains speakers qui n'aiment pas trop faire ça, surtout quand on fait du DAX, parce que c'est quand même risqué de faire du DAX à 19 h devant 80 personnes en live, mais c'est pas grave, on va se risquer à ça. Donc, j'ai une mesure ici qui me fait un year to date. Parfois, ce que demandent les gens, c'est de faire un all to date. C'est d'avoir le cumul glissant depuis la nuit des temps. D'accord? Donc, total sales all to date égale. Donc, je vais définir un calculate, total sales, et cette fois-ci, plutôt que de faire un year to date qui repart comme ça en janvier, je vais en fait continuer à faire mon cumul glissant depuis la nuit des temps. OK? Je peux tout à fait écrire ceci. Alors, cette syntaxe, ceux qui découvrent le DAX, ça vous paraît peut-être anodin, mais c'est une énorme révolution puisque jusqu'à septembre 2021, on ne pouvait pas faire ça en DAX. Lorsqu'on utilisait une expression calculée comme critère de filtre, on était obligé d'utiliser la fonction filter. D'accord ? Il se trouve que Microsoft a introduit une simplification syntaxique dans la mise à jour de septembre 2021 de Power BI. Vous pouvez maintenant définir des critères de filtre dynamiques avec des min, des max, etc., sans avoir besoin d'utiliser la fonction filter comme prédicat. Bon, bref. Donc, vous voyez ici, j'ai un all to date.
qui me fait mon cumul glissant depuis la nuit des temps. Bah, une manière un peu plus jolie de définir ça, par exemple, ça serait de définir une variable que je vais appeler par exemple maxDate. Je vais lui donner cette valeur-là. Voilà, donc je la définis une fois, return, et là, je la réutilise dans mon code. Vous voyez, ça va me retourner effectivement le même résultat. Dans ce cas-là, il peut y avoir un léger impact sur la performance. Je ne l'ai jamais testé. Je pense que, en fait, ici, le max, il est évalué une bonne fois pour toutes à l'extérieur du filtre. Et vu qu'ici, c'est un calcul itératif, je n'ai jamais testé, hein, mais je pense qu'en faisant cette syntaxe, vous améliorez un tout petit peu la performance parce que le max est défini à l'extérieur de l'itérateur. Il est défini une bonne fois pour toutes. Okay. Donc, je pense que ça optimise un peu la perf. Il faudrait tester. Ça doit être mineur comme chose. Et en revanche, ce qui est indéniable, à mon sens, c'est que cette variable, elle rend mon code plus clair. Hein, vous allez pouvoir définir la logique de votre calcul, initialiser cette constante et la réutiliser ensuite dans votre code. Donc, voilà un autre exemple de simplification syntaxique permis par les variables. Encore une fois, sur un calcul temporel. Alors, je vois qu'il y a une question sur le chat. Est-ce que cette syntaxe ou la syntaxe d'avant est meilleure ou garde la même performance que lorsque le filtre était nécessaire? La réponse est oui. Microsoft a effectivement travaillé les plans d'exécution. C'est très rare qu'il y ait des régressions dans Power BI. Quand ils introduisent une nouvelle fonctionnalité, en général, c'est pour le bien. Hein, ce n'est pas juste pour faciliter la vie des utilisateurs tout en introduisant des complexités supplémentaires ailleurs. Donc, la réponse est oui. En utilisant cette syntaxe, vous auriez la même performance qu'avec un filter. Je mets quand même une nuance dans ce que je dis. Tout dépend dans ce que vous entendez par mettre un filter. Hein, par exemple, là, on rentre un peu dans du DAX, on sort des variables. Vous n'auriez pas du tout la même performance entre faire ça, qui marche aussi, hein, parce que là, je fais un filtre sur toute la table calendrier. Il ne faut pas référencer une table en DAX que faire ça, par exemple. D'ailleurs, techniquement, c'est ce qui est fait aujourd'hui par le moteur avec un all, en fait. Il fait un all sur la date. Donc, bref, à la question, est-ce qu'on a la même performance qu'avec un filter? Oui. Après, j'ai envie de dire, tout dépend de ce que vous mettez comme premier argument de votre filter. Il vaut mieux mettre des colonnes que des tables. Bon, parenthèse refermée, là, on est sur du DAX, on est sorti des variables. Donc, voilà un deuxième use case où, effectivement, la variable a optimisé ma performance légèrement ici et, encore une fois, me permet de gagner en lisibilité. On va voir un troisième exemple que j'ai utilisé récemment. Donc là, on va sortir du cadre purement business. Comme vous le savez, depuis mars 2020, on vit une épidémie sans précédent. Et il se trouve qu'il y a des épidémiologistes qui ont, on va dire, démontré ou théorisé une formule mathématique pour modéliser la propagation d'une épidémie, à savoir prédire le nombre de décès et de cas à partir justement de variables. Et donc, en fait, c'est un article que j'ai découvert dans Le Monde, que j'ai trouvé super intéressant, que j'ai lu pendant l'été, et je me suis amusé à le remodéliser dans Power BI. Et devinez quoi? J'ai utilisé les variables en DAX. Donc, je vais vous montrer le use case. Un premier exemple, on va dire non business, très intéressant. Donc, ici, j'ai changé complètement de cas d'usage. Hein. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que ces épidémiologistes, en gros, ils font varier 4 paramètres. Le nombre de cas initiaux, c'est-à-dire à J0, d'accord? Donc 3000. Je peux évidemment faire varier ce truc-là. Donc, on va partir à 3000 cas initiaux. Le taux de létalité, c'est-à-dire sur 100 cas, combien décèdent? Le nombre de jours d'incubation, donc au bout de combien de temps, en fait, vous commencez à avoir des symptômes et à pouvoir transmettre à d'autres personnes. Et puis le fameux R0, hein, dont vous avez tous entendu parler, à moins que vous n'ayez pas allumé la télé depuis mars 2020, c'est-à-dire le coefficient qui indique combien en moyenne une personne
contamine d'autres personnes. Quand on est au-dessus de 1, ça veut dire que l'épidémie se propage. Et quand on est en dessous de 1, ça veut dire qu'une personne contamine elle-même moins d'une personne. Et donc, on est dans une baisse épidémique. Et donc, à partir de ces différentes variables en entrée, que j'ai rendues dynamiques par des tables de what if analysis pour que l'utilisateur puisse faire varier ses paramètres, on peut modéliser le nombre de cas et par conséquent le nombre de décès, puisqu'on peut appliquer le taux de létalité, à X jours après l'épidémie. D'accord ? Donc, en fait, ce que j'ai tracé ici, c'est une courbe qui indique, à partir de ces paramètres initiaux, combien on aurait, alors désolé, ce n'est pas très fun comme sujet, mais pour le coup, c'est plutôt original et d'actualité, combien on aurait de décès ou de cas. Encore une fois, ça reste de la théorie. C'est des formules mathématiques qui sont beaucoup critiquées aujourd'hui. Mais bref, c'est une modélisation mathématique de propagation d'une épidémie. Donc là, par exemple, ce qu'on voit, c'est qu'avec 3000 cas initiaux, 2% de létalité, 6 jours d'incubation et un R0 à 1,4, en fait, on a quand même 10 000 décès et 466 000 cas en 90 jours. Ça, ce que vous voyez en X, c'est le nombre de jours. C'est indiqué ici, nombre de jours après le début de l'épidémie. Alors, cette formule, je vais vous la montrer et vous allez rapidement voir l'intérêt des variables. C'est qu'en fait, elle est assez complexe. Ça utilise des puissances, en fait. Eh bien, j'ai utilisé les variables pour pouvoir, d'une part, rendre mon code plus clair, plus lisible, pour pouvoir décomposer la logique de mon calcul et puis tout simplement optimiser la performance. Donc, je vais pas forcément. Le but de la session là, c'est pas forcément de vous expliquer la formule. C'est une formule mathématique. En revanche, voilà un très bon use case d'utilisation des variables. J'étais face à un calcul un peu complexe dont je voulais décomposer la logique algorithmique. Et donc, je me suis servi des variables. Je stocke le nombre de jours écoulés, le délai d'incubation. Donc, vous voyez, je récupère un petit peu les différentes variables qui sont rentrées par l'utilisateur, justement. Je les rends constantes, locales. Et avec un if qui me permet d'afficher les bonnes valeurs sur l'axe, je peux… donc ça me calcule en fait le nombre de cas. Donc, globalement, la formule, en fait, c'est on prend le nombre de cas initiaux, on le multiplie par R0, qui est en fait le coefficient de propagation. Et ce R0 lui-même, on prend la puissance entre le nombre de jours écoulés et le délai d'incubation. Voilà la formule mathématique. Vous voyez, j'ai été capable de vous l'expliquer clairement en français en 30 secondes parce que j'ai utilisé les variables et parce que j'ai pris la peine de décomposer la logique de mon calcul et de bien nommer mes variables correctement pour comprendre ce que je fais, tout simplement. Vous voyez ? Donc ça, c'est quand même très, très intéressant. Alors, ce qui est intéressant aussi avec les variables, c'est que typiquement, alors vous remarquez que comme tout à l'heure, j'ai défini mes variables bien où il fallait à l'intérieur ou à l'extérieur de mes if en fonction de si je les utilisais ou pas. C'est comme ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le n et le n-1. Une chose intéressante avec les variables, c'est que puisque justement vous stockez dans des constantes locales un résultat, on va dire, intermédiaire, vous pouvez aussi vous servir des variables pour débugger votre code et pour comprendre ce qui se passe. Alors, je vais vous donner un exemple. Ici, j'ai mis le nombre de cas en tooltip de mon graphique. Okay, par exemple, si je veux tester combien retourne ma puissance, ici, je ne suis pas obligé. Juste dans une optique de debugging, je peux dire return puissance, juste pour voir combien retourne un résultat intermédiaire. D'accord ? Donc là, par exemple, ici, ça ne serait plus le nombre de cas, ça serait puissance. Mais vous voyez, en fait, le return ici me permet de tester certaines parties de mon code si je veux regarder combien retourne un résultat intermédiaire. Ok, bon, je vais revenir sur le vrai calcul de base. Mais ça, c'est aussi l'intérêt des variables. C'est qu'à partir du moment où vous stockez cette constante locale quelque part, dans une optique de comprendre ce qui se passe ou tout simplement de débugger, vous allez pouvoir tout simplement référencer cette variable dans votre return pour auditer, comprendre, matérialiser ce que retourne un résultat intermédiaire dans votre expression. Donc voilà, pour moi, un joli cas d'usage des variables sur un cas d'actualité. Alors, ce qui est très intéressant, on va regarder quand même 2 secondes, c'est un sujet qui m'intéresse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le comprendre, manifestement.
effectivement, le R0, c'est un paramètre qui est très, très important. C'est celui qui fait le plus varier, on va dire, la modélisation. L'être humain a tendance parfois à résister ou à opposer parce qu'on réfléchit de manière linéaire, en fait. On n'est pas programmé pour réfléchir de manière exponentielle. Or, une épidémie, et cette modélisation mathématique le montre très bien, il y a certains paramètres qui font exploser les compteurs de manière exponentielle. Vous allez voir, par exemple, ce qui se passe. Là, je suis à 90 jours, j'ai 10 000 décès. Encore une fois, ça reste un modèle théorique, hein. Mais je vais faire varier le R0 juste de 0,1. Au bout de 90 jours, j'ai multiplié quasiment par 3 le nombre de décès. Juste en changeant de 0,1 le coefficient de propagation. Donc, c'est vous dire, 1, la sensibilité aux paramètres initiaux d'une propagation épidémique. 2, l'humilité et le recul qu'il faut avoir par rapport à des chiffres qui augmentent de manière exponentielle, alors même que notre cerveau n'est pas capable, on va dire intrinsèquement, de réfléchir de manière exponentielle. Or, il y a bien des choses dans la vie qui sont exponentielles. La modélisation d'une épidémie en fait partie. Et cette modélisation-là le montre très bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que, notamment sur le Covid, sans vouloir rentrer dans les débats polémiques, hein, ce n'est pas du tout le but de ce soir, mais ce coefficient-là, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. On le voit très bien avec cette modélisation. Finalement, si j'augmente la létalité, ça a un impact effectivement sur le nombre de décès, mais ça a un impact linéaire, en fait. La létalité s'applique sur un coefficient linéaire du nombre de cas. Alors que ça, en fait, ça fait augmenter de manière exponentielle le nombre de cas, et donc, toute chose égale par ailleurs, bah forcément, ça explose. Bon, bref. Donc, je n'exclus pas de publier cette petite modélisation sur le web, si vous voulez jouer avec, pour faire varier les différents paramètres, justement. Évidemment, ça reste un modèle théorique, hein, mais je trouvais ça intéressant de le modéliser dans Power BI et de vous le montrer ce soir, parce que, à mon sens, c'est un excellent cas d'usage pour illustrer la puissance des variables. Donc là, évidemment, je calculais le nombre de cas, et les décès, c'était juste le nombre de cas fois la létalité, évidemment. OK, donc voilà pour ce deuxième use case, très intéressant. Je pense que j'aurais eu du mal, comme ça, from scratch, à coder la formule sans utiliser les variables. Enfin, je pense que aujourd'hui, j'aurais peut-être eu un peu plus de mal à vous l'expliquer. Y a-t-il des questions par rapport à cet exemple? Alors, je vois qu'il y en a un peu sur le chat, mais je vois que mes camarades y répondent. Voilà un cas d'usage. Merci. Quelqu'un qui dit excellent exemple. Bah, merci. C'est sympa. Je publierai peut-être sur le web ce truc-là si vous voulez jouer avec. Ok, je viens de penser que j'ai oublié. Bon, tant pis. Attendez. Réa Covid, est-ce que je l'ai? Non, je ne l'ai pas. Bit.ly. 2 secondes, je voulais juste vous montrer si ça vous intéresse. Bon, je ne l'ai plus, c'est pas grave. Je voulais vous montrer. S'il est là. Je vais essayer de le prendre. Il est toujours. Voilà. C'était censé introduire le sujet sur la propagation d'une épidémie, mais j'ai oublié de vous montrer ça. Ça n'a rien à voir avec les variables, mais c'était juste pour vous montrer qu'avec Power BI, on peut faire des choses très cool sur Power BI et sur les cartes. Là, j'avais modélisé le nombre de patients en réanimation pour 100 000 habitants avec une carte dynamique dans Power BI. Bon, c'était censé introduire le sujet sur les variables, la modélisation d'une épidémie. Tant pis pour moi. Je vous le montre en fin de présentation. OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer à un autre exemple tout aussi intéressant. Une fonctionnalité cachée des variables, méconnue, dont je ne vous ai pas encore parlé et qui est absolument intéressante. Enfin, vraiment, elle est presque indispensable à connaître et à maîtriser. Bon, on va arrêter de parler de Covid et d'épidémie. Je vais revenir ici. Les variables, accrochez-vous bien, cette phrase est très importante. Les variables, contrairement aux mesures, peuvent retourner une table. Je répète, les variables, contrairement aux mesures,
peuvent retourner une table. Et alors ça, c'est quand même très, très intéressant. Je vous rappelle qu'effectivement, une mesure ne peut retourner qu'une valeur scalaire. Un chiffre, un texte, une date, par exemple. Dès lors que vous allez manipuler des fonctions DAX qui retournent des tables, par exemple date year to date, filter ou autre, il existe des instructions aujourd'hui en DAX qui retournent des tables, vous ne pourrez pas les utiliser, on va dire directement, dans le résultat de votre fonction DAX. Je vous donne un exemple. Ici, par exemple, je fais un calculate en year to date, d'accord? En fait, techniquement, cette partie-là de mon code, ça me retourne une table virtuelle dynamique, d'accord? Avec toutes les dates. Donc, par exemple, si je suis ici, le contexte, c'est janvier 2016. Donc, ça va me retourner une table virtuelle avec toutes les dates entre le 1er janvier 2016 et le 30-06-2016. D'accord? Donc, ça, c'est ce que retourne date year to date. Et effectivement, je suis en train… non, je n'utilise pas total year to date. J'expliquerai après pourquoi. Mais pour moi, on est un peu hors sujet. Et d'ailleurs, ça m'empêcherait d'illustrer ce que je suis en train d'expliquer. Arrête de me troller, Thomas. Donc, je reprends mon explication. Cette table virtuelle date year to date, je suis obligé effectivement de l'encapsuler, enfin de l'utiliser dans un calculate pour effectivement retourner une valeur scalaire. On appelle ça une encapsulation. C'est-à-dire que j'utilise le résultat de ma table virtuelle pour l'utiliser comme critère de filtre dans un calculate et que Power BI puisse me retourner le chiffre d'affaires qui correspond à ce year to date. Effectivement, si je m'amuse, ça n'aurait aucun sens, mais si je m'amuse ici à juste mettre date year to date, vous allez avoir un message d'erreur qui revient souvent, c'est attention, tu as mis en… Attendez, je vais vous le mettre ici, comme ça vous aurez le message et l'expression. Voilà. Tu utilises en fait une mesure qui retourne une table. Or, alors c'est très mal expliqué, comme beaucoup de messages d'erreur dans des outils informatiques. Je ne comprends pas pourquoi les développeurs ne font pas des messages d'erreur adaptés au métier. C'est quelque chose que je ne m'explique pas. Là, ils devraient mettre un message plus clair pour que les gens comprennent. C'est un peu trop technique. En gros, ce qu'ils disent dans ce message, c'est ton expression, elle retourne une table. Or, une mesure n'accepte pas la table. Une mesure, elle ne peut retourner qu'une valeur scalaire. Une date, un chiffre, un texte. Et c'est pour ça que je procède à une encapsulation pour qu'ensuite, il puisse me retourner la valeur correspondante. D'accord? Eh bien, devinez quoi? Les variables n'ont pas cette contrainte-là. Les variables peuvent stocker de manière temporaire, locale, virtuelle, une table. Un cas d'usage qui est souvent demandé par les clients, je veux avoir des cumuls glissants. Donc, par exemple, je suis, je ne sais pas, en mai 2016, d'accord? Et je veux que mon utilisateur puisse choisir dynamiquement de combien de mois il faut remonter dans le temps pour avoir le chiffre d'affaires. Donc, par exemple, ici, je ne sais pas, je vais mettre 4 mois glissants. Je vais me mettre en juin 2016. Donc, ce chiffre-là correspond à juin plus mai plus avril plus mars. OK? Donc, ça, c'est un calcul cumul glissant classique. C'est un très bon cas d'usage d'utilisation des variables et notamment de stockage de tables virtuelles dans une variable. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il existe… Alors, attendez, voilà, je vais un peu dézoomer. Il existe une fonction en DAX qui s'appelle dateInPeriod. D'accord? Et devinez quoi? Cette fonction, elle retourne une table virtuelle de toutes les dates qui sont comprises dans le rollback. Donc, en fait, elle fait un max de la date moins 4 mois, puisqu'ici, je fais un rollback des mois. Et donc, là, typiquement, on a un cas d'usage intéressant, c'est que ma variable rolling dates, d'accord, elle stocke une table virtuelle. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que la mesure va accepter de retourner cette table. Ici, si je m'amuse à faire rolling dates, je vais avoir le même problème que tout à l'heure. Il va me dire, ah non, attention, là, tu as défini une table virtuelle, tu vas pouvoir la réutiliser dans un calcul, mais en revanche, tu ne peux pas l'utiliser brute comme ça, telle qu'elle. D'accord? Et c'est pour ça que du coup, comme tout à l'heure, j'encapsule cette table dans un calcul pour finalement revenir sur une valeur scalaire qui sera acceptée par la mesure. Mais ce que je veux dire par là, c'est que
Ce cas d'usage est un très bon cas d'usage également des variables pour plusieurs raisons. La première, c'est que je décompose la logique de mon calcul, comme d'habitude, qui n'est pas forcément simple, hein. Ici, je dois récupérer dans une variable le choix de l'utilisateur. Ensuite, je dois récupérer dans une autre variable le max du contexte. Donc, par exemple, ici, ça va me retourner 30 septembre 2016, qui correspond à mon point de départ. Puis ensuite, il faut que je définisse ma plage de date virtuelle dynamique qui prend le cumul des 4 derniers mois. Enfin, vous voyez qu'on n'est pas forcément sur un calcul trivial. Donc là, je me sers, comme d'habitude, des variables pour rendre mon code plus lisible, décomposer la logique de mon calcul. Et là, la petite touche supplémentaire, c'est que je me sers de la capacité qu'ont les variables à également stocker des tables dynamiques temporaires. Hein, je vous rappelle que on garde les mêmes contraintes que d'habitude, à savoir que la variable, c'est une constante locale. Je ne pourrais pas réutiliser cette variable en dehors de la mesure dans laquelle je l'ai définie. Néanmoins, c'est très pratique parce que je prends la peine de stocker dans ma variable un résultat intermédiaire qui peut ne pas être une valeur scalaire. Ici, je stocke bien une table. Et d'ailleurs, ça permet de faire des choses très, très intéressantes. L'une des complexités en DAX, c'est l'aspect virtuel. Les gens qui veulent passer un cap en DAX, souvent, ils sont bloqués parce qu'ils ont du mal à se représenter virtuellement ce qui se passe en DAX, sous le capot. Quand on est dans Excel, on voit ce qui se passe. On somme des colonnes et des lignes, A2, B6, on voit tout de suite le résultat. En DAX, dans Power BI, on est évidemment sur un logiciel et un calcul et un moteur qui est beaucoup plus puissant, mais ce n'est pas sans conséquence. C'est un fonctionnement qui est un peu différemment. En DAX, on travaille avec des lignes, des colonnes, des contextes, des filtres, des tables, et il y a souvent un exercice de matérialisation à opérer, c'est-à-dire que vous allez faire des calculs qui manipulent des objets virtuels, des tables, des colonnes, etc. Et bien, typiquement, en utilisant les variables, vous allez pouvoir, dans une optique de test et de débugage, vous allez pouvoir faire cet exercice de matérialisation et comprendre ce que retournent en fait vos variables et vos indicateurs. Donc, par exemple, ici, quand j'ai des bugs, moi, ce que je serais tenté de faire, par exemple ici, je ne peux pas voir ce que retourne cette table pour les raisons que je vous ai indiquées. En revanche, je peux très bien compter le nombre de lignes qu'elle a, juste à titre indicatif pour comprendre au moins qu'est-ce que j'ai dans cette table virtuelle. Et effectivement, je comprends bien qu'au début, j'ai que 31 jours dans cette table virtuelle parce qu'il ne peut pas remonter, puis 60, puis 90. Et puis après, forcément, dès que je commence à avoir au moins 4 mois d'historique, ça plafonne et ça varie en fonction du nombre de jours maximum qu'il y a dans les mois précédents. Vous voyez, ça, ce sont des petits détails, mais qui font toute la différence. Là, le fait d'avoir utilisé une variable, je peux, dans une optique de débugage, matérialiser. Alors, évidemment, ce n'est pas le résultat final. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'avoir cette information-là, c'est de savoir quel est le chiffre d'affaires correspondant. Mais souvent, en DAX, on n'a pas le résultat du premier coup. On a du mal à comprendre ce qui est retourné par telle ou telle opération mathématique ou telle table, surtout quand cette opération est virtuelle. En utilisant des variables temporaires locales qui permettent de stocker un résultat, vous allez pouvoir par la suite le matérialiser pour comprendre ce que vous faites. Vous voyez? Et donc là, typiquement, je vois qu'effectivement, j'ai bien une plage de date temporaire dynamique. D'ailleurs, alors je vais me risquer à le faire en live. Par exemple, je pense que si je fais un min-x, je vous promets que je ne l'ai pas préparé celle-là, je viens d'y penser en vous en parlant. Si je fais ça, ça marche, effectivement. Donc, en fait, si je fais ça, par exemple, ça me permet de voir quelles sont les bornes de ma table virtuelle. Donc, par exemple, ici, quand je ne suis pas sûr de comprendre quelles sont les bornes qui vont être utilisées par cette table virtuelle, par exemple, ici, il me dit le min x de cette table virtuelle, c'est 1, 2, 3, 4. Et donc, effectivement, il va bien du min x, après si je fais max x, il va bien du 1er mai au, je ne sais plus où j'étais, enfin vous avez compris. Là, pareil, je fais un exercice de matérialisation dans une optique de débogage.
c'est très, très intéressant d'avoir utilisé les variables qui stockent des tables virtuelles. Bon, je pense que vous avez compris. Alors, pour ceux qui ne comprendraient pas, là, on fait appel à une notion sous-jacente assez complexe en DAX. Pour ceux qui ne comprendraient pas pourquoi, en fait, en faisant un max X, je référence la colonne date de la table calendrier et non pas l'espèce de colonne date de table virtuelle de rolling date. Là, on rentre dans des sujets un peu techniques. Ça, je vous encourage à creuser un concept qui mériterait 1 heure de session et que je ne vais pas du coup détailler ce soir avec vous. C'est ce qu'on appelle le data lineage. Voilà. OK. Donc voilà un autre cas d'usage très intéressant des variables qui fait un peu la synthèse de tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent, à savoir, on améliore la lisibilité du code, on décompose la logique de son calcul, on peut tester des résultats intermédiaires, etc. etc. Bon, vous voyez, je me répète beaucoup dans cette présentation, mais c'est pour que ça rentre et c'est pour vous montrer qu'au final, les mesures ouvrent plein de cas d'usage et de choses intéressantes, mais finalement, elles ont toutes le même intérêt, c'est-à-dire la lisibilité du code, la performance et la compréhension. OK. Donc, là, vous avez eu pas mal d'exemples qui se concentrent uniquement sur les mesures. D'accord? Je vais terminer cette session pour encore plus ouvrir, on va dire, vos chakras, hein, puisque évidemment, je vous ai expliqué en introduction que les variables, on les retrouve dans n'importe quel objet que le DAX permet de créer. Or, les mesures ne sont pas le seul objet que le langage DAX permet de créer. En langage DAX, vous pouvez aussi créer des colonnes calculées ou bien des tables calculées. Alors, je ne vais pas revenir dans cette session sur la différence entre une mesure, une colonne, une table. Ce n'est pas l'objectif de ce soir. Pour ceux pour qui ces notions-là ne sont pas au clair, je vous invite à vous faire former, à vous faire accompagner, à regarder des vidéos sur YouTube. Ce n'est pas le thème de ce soir. Donc là, je vais vous montrer des cas d'usage d'utilisation des variables. Alors, j'allais dire dans d'autres contextes, mais ce serait peut-être un mauvais jeu de mots. Donc, en utilisant des colonnes et des tables. Voilà, pour ne pas vous embrouiller. Donc, premier cas d'usage d'utilisation des variables. Là, je vais vous montrer vraiment des use cases que j'ai rencontrés en clientèle ou sur des projets perso que j'ai fait au cours de ces 5 dernières années d'utilisation de Power BI quasi quotidienne. Alors, un cas d'usage intéressant qui m'a été soumis par un client dont j'ai truqué, anonymisé les données. Des calculs de distance entre 2 points dont je connais la latitude et la longitude. Alors, la problématique métier sous-jacente était très intéressante. En fait, c'est une boîte qui a un réseau de partenaires et qui a différents magasins à différents endroits d'un pays. Et ils voulaient regarder par région et par province où est-ce que c'est dense. Et alors, évidemment, on peut le voir avec une carte. Hein, on voit assez facilement avec cette carte où se situent les principaux magasins. Donc, vous avez compris que c'est au Vietnam. Mais ils voulaient avoir une représentation mathématique, un calcul mathématique qui leur donne par région, par province, la proximité ou pas des différents magasins entre eux. Donc, il fallait pouvoir modéliser autrement que par une carte et calculer la distance entre 2 points, 2 magasins en l'occurrence ici, dont je connais la latitude et la longitude. Donc, voici le jeu de données qui est assez trivial. Hein. En fait, j'ai une province, j'ai des latitudes, longitudes entre les 2 points. Donc, ici, c'est les coordonnées, pardon, les colonnes ne sont pas dans le bon ordre. Ça, c'est mon magasin de départ et ça, c'est mon magasin d'arrivée, le from et le tout. Donc, je vous passe les détails, mais dans Power Query, j'ai fait une jointure de la table sur elle-même pour avoir toutes les combinaisons possibles entre les magasins. Donc, comme ça me permet de générer une table où je vais pouvoir comparer par couple de magasins chaque distance. Donc, je vous passe cette complexité-là. Ça, c'est la table qu'on a en résultat qui a été générée par Power Query. Et donc, j'ai une table avec grosso modo 4 colonnes. En fait, pour chaque magasin, dont vous avez le code ici, j'ai les coordonnées du from, du point de départ, et les coordonnées du to, le point d'arrivée. Okay. Il y a plusieurs formules mathématiques qui ont été modélisées par des mathématiciens qui permettent, à partir d'une latitude et d'une longitude, de calculer la distance en kilomètres. Moi, je ne le savais pas. Enfin, j'ai dû l'apprendre en prépa ou lors de mes études, mais je l'ai certainement oublié. Je ne m'en souvenais plus. Mais j'ai retrouvé cette formule sur le web. Et donc, vous voyez qu'elle est quand même assez costaud.
Et bien là, c'est un super cas d'usage des variables. Donc, évidemment, j'ai calculé cette distance pour chaque point en colonne, puisque c'est un calcul ligne à ligne. Bref, je ne vais pas revenir dessus. Donc, je ne l'ai pas fait en mesure, mais en colonne. Globalement, le calcul, il est à base de sinus, cosinus, radian, etc. Pareil, on ne va pas revenir… alors, ça dépend de la projection. Oui, certainement. Ouais. Les latitudes et longitudes doivent dépendre de la manière dont ils ont été répertoriés. Et donc, alors, comme la modélisation épidémique, le but de la session ce soir, ce n'est pas de vous expliquer comment on calcule ça, mais c'est plus un retour d'expérience, un cas d'usage d'utilisation des variables. En fait, ici, ce que je fais, alors j'ai constaté que même en prenant des magasins distincts, j'avais parfois des latitudes et longitudes équivalentes. Je pense que c'est un bug dans les données. Est-ce que vous arrivez à y croire ça? J'ai eu un jeu de données d'un client où il y avait des données incohérentes et fausses. Incroyable, ça n'arrive jamais, ça d'habitude. Bref, ironie. Donc, j'ai exclu ces éléments-là de mon analyse. Et du coup, vous voyez, en fait, très intéressant ici, j'utilise le contexte de ligne, puisque je suis dans une colonne calculée. Je stocke dans des variables le résultat des différentes colonnes qui sont actuellement disponibles dans mon contexte et dans mon analyse. Et ensuite, je décompose la logique de mon calcul. Et vous le voyez ici, elle est quand même assez complexe. Mais justement, en ayant utilisé les variables, quelque part, je rends mon code plus lisible. Alors là, vous êtes peut-être en train de vous dire, oula, mais son code, il tient sur 6 lignes, ça a l'air super complexe. Mais non, mais c'est juste qu'en fait, la formule de base est très complexe. Et je vous promets que si je vous l'avais codé comme ça, tel quel, sans indentation, sans variable, elle serait encore beaucoup plus indigeste que ce que vous voyez là, en fait. Et donc là, ça m'a été très utile parce qu'au début, j'ai fait des erreurs dans la manière dont je le calculais. Et typiquement, le fait de pouvoir faire ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, à savoir pouvoir tester mes résultats intermédiaires, par exemple, combien retourne cos 1, cos 2, ou combien retourne chaque partie du calcul, en fait, ça a été hyper intéressant pour moi pour pouvoir débugger et comprendre… je vois des commentaires assez drôles là. Oui, effectivement. Je ne fais pas partie des platistes. Voilà, je le dis ce soir, je le revendique. La Terre est ronde. Hein. Enfin, c'est une sphère. Bref. Donc, voilà un cas d'usage intéressant d'utilisation des variables, non pas dans des mesures, mais dans des colonnes calculées. On retrouve les avantages habituels, clarification du code, décomposition de la logique. Voilà. Intéressant. Et effectivement, ça a permis aux clients derrière de faire tout un tas d'analyses que je ne vais pas vous détailler là, mais vous avez compris l'idée. Hein. Une fois qu'on a décomposé ce truc-là, on peut en faire ce qu'on veut. On peut faire des moyennes, des médianes, des écarts types par province. Enfin, il y a plein d'indicateurs intéressants à faire. J'envisage même d'en faire une solution de ce truc-là, parce que je me dis qu'il y a plein de boîtes qui pourraient être intéressées par ça. Donc, pourquoi pas un peu le rendre industrialisé et générique, ça pourrait être intéressant. Bon, bref. J'ai commencé à 40 ou 45, hein, donc je suis largement dans les temps. Voilà un cas d'usage intéressant des colonnes. Y a-t-il des questions par rapport à cet exemple? Est-ce que vous saviez que vous pouvez utiliser les variables non pas seulement dans les mesures, mais dans les colonnes? Non? Ok. Autre exemple intéressant que j'ai rencontré, on va dire, ça c'était plutôt au début de ma carrière Power BI, on va dire. Un des premiers rapports que j'ai fait quand j'étais étudiant, c'était sur les résultats des présidentielles de la Ve République française, où en fait j'ai représenté avec différents graphiques, premier tour, deuxième tour, la courbe de popularité, le pourcentage de participation, et puis tu peux changer d'élection et ça met à jour les photos. Bon, bref. Donc, c'est un truc que j'avais publié sur le web à l'époque, quand j'étais en finance et que je croyais que je voulais faire de l'audit et travailler dans des cabinets financiers. Bon, finalement, je me suis tourné vers la BI. Et à l'époque, il y avait des amis, des collègues et des gens de la communauté Power BI qui m'avaient fait une suggestion très intéressante. Ils m'avaient dit ce qui serait pas mal, et d'ailleurs c'est plutôt un sujet d'actualité en ce moment, ce qui serait pas mal, c'est de pouvoir comparer les courbes de popularité, en fait, de pouvoir les superposer, en fait. C'est-à-dire plutôt que d'analyser comme ça par élection, bon, même si on voit quand même une tendance à chaque fois, au début c'est haut et puis ça baisse, hein, quel que soit le président.
l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen, en fait, d'avoir une courbe où sur l'axe X, un peu comme tout à l'heure avec le nombre de jours post-épidémie, tu mets le nombre de mois post-élection et tu superposes, en fait, chaque courbe de popularité pour pouvoir vraiment comparer, par exemple, après X mois d'élection, donc par exemple, après 10 mois d'élection, quelle est la popularité de chaque président. Donc, j'avais trouvé cette proposition, cette suggestion très, très intéressante et je l'avais donc modélisée de la manière suivante dans Power BI. Donc là, vous retrouvez un graphique qui ne superpose pas les courbes, en fait. On voit juste la tendance de chaque élection. Entre les... Alors, j'ai commencé à Mitterrand parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 81, les sondages n'étaient pas forcément rendus publics ou disponibles sur le web. Voilà. Donc, je n'ai pas retrouvé de données vraiment fiables avant 81. Okay, donc, j'ai en fait les 5 derniers présidents de la Ve République, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron. Et donc, pour faire cette superposition, j'ai besoin d'avoir un axe commun, un index qui me recalcule le nombre de mois qui sépare la date de l'élection de la date d'analyse. Donc ici, j'ai une table où en fait, j'ai la date de l'élection, pardon, pas la date de prise de sondage, excusez-moi. Donc, j'ai un sondage par mois en fait, l'année, gauche-droite, le président et la popularité. Et du coup, le challenge, c'est de réussir à faire une colonne d'index qui va me permettre d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 pour chaque président après son élection. Donc là, c'est un très bon client à la colonne calculée, ce type de calcul. Et en l'occurrence, ici, ce que j'ai besoin de faire, c'est ce qu'on appelle du fenêtrage, du windowing ou du calcul interligne. C'est que, en fait, j'ai besoin de fixer la première date à laquelle j'ai des données pour le président donné. Donc, je vais créer une variable que je vais appeler first date président. C'est trouver un truc égal. Et donc là, fenêtrage, alors je ne vais pas revenir dessus, date. Je vais faire un joli all except. Pour ceux qui font du SQL, c'est l'équivalent d'un partition by. En fait, je vais forcer la granularité de la table sur, hop, c'est compliqué de coder de parler en même temps, sur le président pour qu'il me recalcule en fait l'index sur chaque président. Donc, je m'explique. Ici, j'ai fait un max, il faut que je fasse un min, excusez-moi. Hop, min, voilà. Donc, ici, en fait, vous voyez, Mitterrand, par exemple, quelle que soit la date ici, j'ai 81. Par exemple, ici, si je prends, je ne sais pas, Macron, quelle que soit la date d'analyse ici dans la table, j'ai sa première date à laquelle j'ai des données, c'est 1er juin 2017. Donc là, j'ai tout gagné. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en BI du windowing, fenêtrage, calcul interligne, vous l'appelez comme vous voulez. C'est un calcul qui d'ailleurs est plus compliqué à faire dans Power Query parce qu'il faut faire une jointure sur soi-même. Bref, en SQL, avec un joli partition by, on peut répliquer cette logique algorithmique. Et avec un all except, pareil, on peut en fait faire du calcul interligne. Donc bref, ici, j'ai tout gagné puisqu'après, il me reste juste à stocker dans une variable la current date, qui est la date du contexte, égale date. Et ensuite, je vais faire un date diff en mois entre la date et diff, first date président, current date, mois, pardon, pas minute. Si on avait des sondages à la minute, ça serait peut-être qu'on y arrivera un jour. Mais... et donc, effectivement, ça marche. J'ai bien un index. Alors, je vais rajouter +1 pour que ce soit... Parce que, en fait, les sondages, ils commencent un mois après l'élection. Donc, ici, par exemple, j'ai bien 1 pour Mitterrand en 81. Si je trie ici par ordre croissant et que je me mets, par exemple, je ne sais pas, on va prendre Hollande, 2012, effectivement, j'ai bien un index qui repart à 1 pour son élection. Bon, vous avez compris, cette formule me calcule le nombre de mois post-élection pour chaque président. Ça me recalcule l'index pour chaque président avec un joli fenêtrage all except. Et donc, vous voyez, typiquement, on est quand même sur un calcul qui n'est pas forcément simple parce que je dois comparer une date du contexte de ligne avec une date qui vient d'un fenêtrage.
ici, les variables n'étaient pas indispensables, hein, j'aurais pu tout faire d'une seule traite. Néanmoins, l'utilisation des variables m'a permis, comme d'habitude, de mieux décomposer la logique de mon code et de pouvoir tout simplement débugger, comprendre, implémenter facilement. Bon, et du coup, derrière, c'est quand même intéressant de faire le graphique. Alors évidemment, on va se passer de toute analyse politique, on va juste constater les données. Voilà. Alors Macron, j'ai pas il y a un bug là sur le site de TNS Sofresh, j'ai pas après 26 mois. Mais voilà la courbe de popularité de nos présidents, de nos 5 derniers présidents, N mois après leur élection. Et du coup, par la création d'une colonne calculée via fenêtrage et variable, j'ai pu superposer mes courbes et répondre à la demande de la communauté Power BI qui m'avait été faite suite à mon dashboard sur les élections présidentielles de la 5e République. Voilà, par exemple. OK. Je me passerai évidemment de toute analyse politique, ce n'est pas le but de ce soir. Voilà un autre cas d'usage d'utilisation des variables dans une colonne calculée. Ça me permet de jouer avec les contextes et de vraiment comprendre. Jean-Pierre qui me demande si j'ai l'influence du Salon de l'agriculture sur la courbe. Non, par contre, pour être plus sérieux, pour avoir un peu analysé ce truc-là, souvent, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a un regain de popularité lors d'un événement dramatique. Par exemple, ici, le pic que vous voyez ici de Hollande, c'est novembre 2015, enfin c'est le sondage de décembre du coup, les attentats Charlie Hebdo. Hop, boum, gros pic ici de popularité le mois qui suit. Bref. Voilà pour cet exemple. Je vais arrêter de répondre aux trolls en question. Alors attendez, je regarde ce que j'avais prévu. Ouais, j'avais encore une ou deux petites démos et un slide de conclusion. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Honnêtement, je crois qu'on a démarré vers 45 ma partie. Donc théoriquement, il doit me rester 5 minutes. Je ne sais pas, Jean-Pierre, ce que tu en penses. Non, vas-y, termine. Alors, je vais vous laisser choisir parce qu'en fait, j'ai deux exemples qui me restent, mais je pense que je vais pouvoir en montrer que l'un des deux. Est-ce que vous voulez voir un cas d'usage avec une table calculée qui, en fait, dans 99% des cas, ne servent à rien? Voilà, comme ça, j'influence votre vote. Mais si vous votez pour ça, j'accepterai de le faire. Ou bien, est-ce que vous acceptez, est-ce que vous voulez plutôt que je vous remonte un autre cas d'usage avec des colonnes calculées? Pour éviter un earlier avec un double contexte de ligne, qu'est-ce que vous préférez? Mettez dans le chat soit la colonne, soit la table. Parce que je ne pense pas que je pourrais vous montrer les deux, malheureusement. Alors, il y a quelqu'un qui répond oui. Du coup, c'est quoi? Colonne, 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 colonne. Colonne. Bon, je crois que effectivement, vous avez bien compris que les tables calculées, dans une table, il y a des colonnes. Effectivement. Alors, je vais vous la faire un peu en live, celle-là, parce que je vous l'avais prévu sur un autre jeu de données, mais ce n'est pas grave. Imaginons que je souhaite, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, mais c'est juste pour illustrer la notion de contexte et de variable. Imaginons, attendez, je me modélise le scénario dans ma tête. Imaginons qu'on souhaite compter dans une colonne calculée le nombre de lignes dont la popularité est supérieure à la ligne qu'on est en train d'analyser. En gros, ça revient à calculer un rang, plus ou moins. Un rang, on va dire, mais entre tous les présidents, dans une colonne calculée. Donc, c'est un calcul qui n'est pas forcément simple à faire. Encore une fois, il n'a pas un intérêt métier énorme. Les rangs, vous auriez plutôt intérêt à les faire en mesure via du DAX en mesure pour que ça soit recalculé à la volée de manière dynamique. Mais là, juste par souci pédagogique et pour illustrer un cas d'usage des variables, on va faire un rang en colonne parce qu'il est plus complexe et il souligne des notions sous-jacentes plus intéressantes. Donc, en fait, je vais calculer le rang de la popularité en colonne. D'accord? Alors, je vais dire count rows. Donc, je vais compter le nombre de lignes. Et là, je vais dire filter, data. Et là, je vais dire, je veux savoir le nombre de lignes dont la popularité sur la table virtuelle que je suis sur laquelle je suis en train d'itérer sont
supérieur ou égal à earlier de la popularité de mon contexte externe. J'emploie volontairement des mots très compliqués et une syntaxe un peu barbare pour vous dégoûter de cette syntaxe-là, pour vous en éloigner très très loin. Donc ça marche. Donc effectivement, en fait, ça me calcule un espèce de rang. Bon, il se trouve qu'effectivement, je ne gère pas les égalités là. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Vous avez compris la logique algorithmique, c'est qu'en gros, cette formule-là me permet d'avoir un espèce de rang sur la popularité. Ok. Encore une fois, je répète, ne cherchez pas à reproduire ça dans vos mesures, dans vos modèles en colonnes. Vous auriez plutôt intérêt à faire des calculs de rang via les colonnes rank ou rankx dans une mesure. Mais là, la raison pour laquelle je vous montre cette syntaxe-là, c'est parce que là, on fait face à une notion qui est très complexe, c'est qu'on a un double contexte de ligne. On a un premier contexte de ligne sur la table virtuelle filter sur laquelle on est en train d'itérer. D'accord ? Et on a un deuxième contexte de ligne. Attendez, je vais mettre de la même couleur, comme ça vous allez suivre. Donc, premier contexte de ligne, c'est celui qui vient de ma table virtuelle sur laquelle j'itère. D'accord ? Donc, c'est la data. Et puis, j'ai un deuxième contexte de ligne où, en fait, il faut que je compare ces lignes-là avec la ligne en cours d'analyse. Donc, par exemple, celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Et ça, c'est un deuxième contexte de ligne. Pour ceux qui sont complètement perdus et qui ne comprennent absolument rien à ce que je suis en train de dire depuis 2 minutes, on va simplifier tout ça, toutes ces notions de contexte, avec les variables. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais stocker dans une variable ma current popularité. Et là, hop, tout ça, ça disparaît. Je n'ai plus besoin de me soucier. Pardon, j'ai oublié le return, classique. Return. Je ne veux pas, ok. Current pop. Et là, magique, ça marche. Effet bénéfique de la variable dans ce cas-là, j'améliore la syntaxe, j'évite certaines problématiques complexes que même pas 1% de l'écosystème Power BI comprend aujourd'hui, à savoir la notion de contexte de ligne double. Bref, voilà un cas d'usage intéressant de la variable. Je n'ai plus qu'un seul contexte de ligne à gérer. J'ai fixé une bonne fois pour toutes dans une variable externe à mon itération la popularité. Et ensuite, je la réutilise dans mon expression. Donc voilà, bon, pour ceux qui n'ont pas compris ce dernier exemple, ça vous montre que quand même le DAX, c'est assez costaud et ça doit vous encourager à peut-être vous faire former ou regarder un peu ce qui se passe parce qu'il y a quand même des notions assez costauds. Je vais terminer par une petite conclusion. Je vous avais promis que je n'aurais pas beaucoup de slides. J'avais que 2 slides et plein d'exemples. Donc en conclusion, et je suis plutôt content parce que j'avais beaucoup de choses à vous montrer et finalement, je pense avoir tenu mon timing. Les variables sont des constantes locales disponibles lors de la création d'une mesure colonne ou table. Elles peuvent retourner une valeur scalaire, un nombre, une date, un texte, mais également une table virtuelle dynamique qui réagit au contexte de filtre si vous l'utilisez dans une mesure. Donc par exemple, le date in period. Dans tous les cas, si vous nommez bien vos variables et que vous les utilisez comme je vous l'ai recommandé ce soir, les variables simplifient la syntaxe, améliorent la lisibilité et l'évolutivité de votre code. Et dans certains cas, elles peuvent également améliorer la performance de vos calculs en DAX parce que vous allez stocker dans une variable locale constante le résultat et pouvoir le réutiliser plusieurs fois ensuite dans une expression. Donc moi, je ne peux que vous encourager à creuser ces notions de variables en DAX. Moi, je les utilise tout le temps. C'est hyper intéressant, ça permet de faire plein de choses. Vous l'avez vu, le debugging, etc. Pour vous dire à quel point les variables ont un impact énorme sur le DAX et sur la communauté Power BI, je terminerai là-dessus. Marco Russo et Alberto Ferrari, qui sont les gourous absolument du DAX, ils ont écrit des patterns il y a 10 ans, enfin un peu moins, sur Power Pivot. Les variables offrent tellement d'avantages au langage, à la performance, etc., qu'ils ont pratiquement passé 2 ans à réécrire tous leurs patterns DAX qui sont disponibles sur ce site en utilisant les variables. Et pour en avoir discuté avec eux personnellement, ils m'ont expliqué que sur certains patterns, les gains de performance par rapport à l'ancienne version du pattern où il n'y avait pas les variables sont absolument phénoménaux. Donc, bref, tout ça doit fortement vous encourager à être curieux, à aller regarder ce qui se passe et à utiliser ces variables dans
dans vos modèles Power BI. Dernier point, pour ouvrir sur le club, la modélisation de la contagiosité, on pourrait très bien la modéliser avec le nombre de membres. Ce que je veux dire par là, c'est que on vous répète toujours que le club Power BI, c'est l'inverse du Fight Club. La première règle, c'est d'en parler. Et on pourrait identifier le R0 au nombre de personnes, non pas que vous contaminiez du Covid, mais le nombre de personnes à qui vous parlez du club. Vous voyez qu'en fait, en ce moment, on a à peu près 3000 membres au club. Hein. Alors, on va oublier la létalité, etc., puisqu'il n'y a pas de létalité a priori au club Power BI. On va prendre un délai d'incubation de 6 jours. Donc, on va partir du principe que la personne à qui vous en parlez va mettre 6 jours à réagir et en parler à d'autres personnes. Et on va mettre un R0 à 1,3. Eh bien, selon cette formule, dans 90 jours, on pourrait se retrouver avec 153 000 membres du club Power BI. Voilà, à supposer que chaque personne parle au moins à 1,3 personnes et qu'elle-même, cette nouvelle personne, parle elle-même à 1,3 personnes, etc., etc., etc. Donc, bref, parler du club aux réticents, aux débutants, il y en a pour tout le monde. On avait dit jusqu'à 20h peut-être pour le Q&A, donc ça nous laisse 10 minutes, même un peu plus si vous voulez. Moi, je suis disponible pour vous, pour répondre à vos questions, revenir sur des exemples. Voilà, je vous remercie. J'espère que la session vous a plu, que vous avez appris des choses. Et maintenant, place aux questions-réponses si vous en avez. Dans les questions qu'on trouve dans le chat, il y avait une question de Christophe. Je ne sais pas si tu as répondu, Tristan, sur la différence entre le rank et le rank X. Donc, Christophe nous dit un rank dans une colonne calculée, c'est un rank X, non? J'ai une point d'interrogation. Alors, pas vraiment. En fait, bon, là, on est vraiment sur du pur DAX. Je préférerais adresser des questions plus spécifiquement sur les variables, mais je vais y répondre. Rank X vous permet de faire, comme son nom l'indique, les fonctions X, vous permet de faire un rank sur une table potentiellement dynamique, virtuelle, itérative, dont vous allez définir la granularité. Alors que rank s'appuie sur une colonne native de votre table. Donc, globalement, rank est un cas particulier de rank X. Vous pouvez répliquer la logique du rank dans un rank X, mais vous pouvez faire pas mal de choses supplémentaires avec un rank X, puisque le premier argument du rank X est une table virtuelle dont vous allez définir la forme, la granularité, etc. Globalement, encore une fois, c'est un peu l'erreur parfois que font Marco Russo et Alberto Ferrari. Ils montrent des choses pour illustrer pédagogiquement un concept. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut utiliser ce concept. Donc, quand je vous ai montré ici, je ne sais plus où c'était là, ne cherchez pas forcément, quand vous allez calculer des rangs dans vos modèles Power BI, j'espère que vous ne direz pas « Ah, mais Tristan, il m'a dit de le faire en colonne. » Je n'ai jamais dit ça. Je vous conseille plutôt de faire vos rangs avec un rank X en mesure dynamique, virtuelle, etc. Là, c'était juste pour illustrer la notion de double contexte. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Il y avait une remarque de Gaël sur le earlier. Le earlier est-il à bannir maintenant? Encore une fois, ce n'est pas forcément dans le contexte des variables, mais… Alors, à bannir, je ne sais pas. Il se trouve que j'ai eu un cas une fois où j'ai dû utiliser un earliest qui est encore plus costaud parce que j'avais un triple contexte de ligne. C'était un calcul qui était vraiment itératif et très, très, très compliqué. Donc, à bannir, je vais faire une réponse de consultant, ça dépend. C'est sûr que quand vous pouvez l'éviter, je vous conseille de ne pas l'utiliser. Typiquement, ici, je vous ai montré un bon cas d'usage où, pour s'éviter des problèmes de compréhension de code, etc., le fait de pouvoir définir une variable à l'extérieur de votre logique itérative, ça a permis d'éviter le earlier et donc de simplifier le code et la syntaxe. Après, à bannir, je ne sais pas. Moi, je n'utilise plus la fonction earlier parce que je maîtrise bien les contextes et je sais que je peux définir des variables dans des fonctions itératives. Après, vous en faites ce que vous voulez. Il y a parfois des calculs qui sont très, très, très complexes où, en fait, on va avoir besoin d'utiliser earliest qui retourne, en fait, le premier contexte de ligne parmi les n contextes de ligne disponibles. Bon, ça m'est arrivé une fois dans ma vie à utiliser ça. Je n'ai même plus l'exemple en tête. Mais c'est pour ça que je ne dirais pas qu'il faut le bannir. Voilà.
Et pour conclure, on demande que tu remettes ta caméra, Tristan. Ah, d'accord, carrément. Vous voulez me voir, c'est ça? Non, ou moins ton écran. Non, c'est parce que comme j'avais allumé que la mienne, on ne voyait que moi, j'imagine, en Pardon. grand. Voilà, je remets mon écran. Ouais, excusez-moi. Bon, s'il n'y a pas Est-ce d'autres qu'il y a questions. d'autres questions? Bon, ben, Ok. je propose qu'on conclue cette soirée. Il faut juste que je trouve le bouton pour arrêter l'enregistrement. Merci à tous. En fait, on va publier l'agenda. Le prochain meet-up est déjà la semaine prochaine. On a un agenda très très chargé jusqu'à la fin de l'année. Donc merci beaucoup Tristan pour ce super meet-up sur l'UDAC. Ça plaît toujours. On a une centaine de personnes. Et merci à tous ceux qui sont restés. Et on vous dit à très bientôt. Bye bye. Merci à tous, bonne soirée. N'hésitez pas à nous indiquer dans le chat si vous avez aimé la session. Bonne soirée à tous.